Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une île grisante, enivrante et envoûtante. Un mélange de rocailles et de volupté, d'austérité et de parfums d'îles lointaines. Accrochée à la montagne, suspendue au-dessus du vide, isolée dans le maquis, les maisons de pierre et d'ardoise abritent autant de secrets de famille que de souvenirs de vendetta. Sans oublier ces magnifiques plages, cette île surnommée l'île de beauté est notre destination, la Corse. Commencerons notre visite par Ajaccio, puis les îles Sanguinaires. Nous descendrons plus au sud Popriano, Sartène et bien sûr Bonifacio. Nous remonterons vers le nord afin de découvrir les plages de Santa Giulia et Palo Baggia. Un détour vers le centre aux aiguilles de Bavella, puis direction Bastia et le Cap Corse. Nous redescendrons au cœur de l'île à Corte, puis direction Cargèse. Et nous finirons notre visite par les calanques de Piana. « 7 heures du matin. Embarquement sur le ferry, direction la Corse. Nous ne sommes pas seuls. Une écrasante majorité de visiteurs choisissent de se rendre en Corse au cœur de l'été. L'île se retrouve ainsi le plus souvent surpeuplée. Après 6h30 de traversée, nous apercevons Ajaccio. C'est à 15 km au sud d'Ajaccio que nous séjournerons à Porticcio. Blotti au fond de son golfe, l'un des plus grands de Corse, Ajaccio est la ville de l'empereur. Elle en a la prestance et elle en garde le souvenir. Lieu de naissance de Napoléon Bonaparte, elle reste agréable malgré les quartiers bruyants et sans charme qui côtoient la vieille ville. La statue de Bonaparte, premier consul, réalisée par Laboureur et inaugurée en 1850, trône au centre de la place des Palmiers. La fontaine dite des 4 lions de Jérôme Maglioli lui sert de socle. Aujourd'hui, c'est l'une des places les plus agréables d'Ajaccio, couverte d'immenses palmiers et ouvrant sur la ligne bleue de la mer. À 1 km du centre se trouve la place d'Austerlitz. Elle est dominée par une statue de Napoléon Ier, réplique de celle placée dans la cour d'honneur des Invalides. Une rampe menant au pied de la statue retrace les 33 victoires de Napoléon.
La place du général de Gaulle n'échappe pas non plus au mythe de l'enfant du pays. On y trouve un monument de Napoléon accompagné de ses frères. Ce monument, appelé l'Encrier, a été dessiné par Viollet-le-Duc et inauguré en 1865. Non loin de là, la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde fut construite entre 1554 et 1593, dans le style des églises vénitiennes. À 15 km à l'ouest d'Ajaccio, voici les îles Sanguinaires. Ce sont les restes d'un promontoire de diorite qui fermait à l'ouest l'extrémité des golfes d'Ajaccio et de Sagone. L'origine de leur nom pourrait simplement rappeler la couleur que prennent leurs roches au soleil couchant. Face au petit archipel allongé, la tour génoise de la Parata domine toujours le paysage. Elle fait partie des 90 tours construites sur le littoral corse pour résister aux menaces barbaresques. Et comment ne pas se rappeler de cette chanson chère à Tino Rossi? Nous sommes sur la plage de Marinella. Proche de la plage, dans un cimetière aux bâtisses funéraires somptueuses, que le célèbre chanteur de nombreux succès, tel que Petit Papa Noël, repose en paix. Tandis que dans ma sofrole, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et qu'à nos pas se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. En descendant vers le sud, nous arrêterons à la presqu'île d'Isolella, dominée par une tour génoise, avec sa plage tranquille et de ses rochers aux formes étranges. On jouit de la pointe de Sété-Nevé d'un beau point de vue sur le golfe d'Ajaccio et sur l'arrière-pays avec ses montagnes enneigées. Des montagnes rocheuses couvertes de maquis, dévalant jusqu'à la Grande Bleue, voici le golfe de Valenco, avec au fond le port de Popriano.
golfe possède de magnifiques plages, celle de Portigliolo, située à 7 km de Popriano et longue de 4 km. Allant vers la pointe de Campomoro, nous longeons une côte sauvage où alternent criques et pointes rocheuses. Et nous apercevons aussi au loin les aiguilles de Bavella. Au bout de la plage de Campomoro, une tour édifiée par la République de Gênes en 1586 est la plus importante de Corse. À son pied, on découvre une multitude de rochers aux formes bizarres, un vrai régal aux amateurs de photos. Sartène est la plus corse des villes corses, selon Mérimée. La ville est bâtie sur un éperon rocheux dominant la vallée du Risanese. À 21 km au sud de Sartène, la nature a taillé dans le granit rose ce lion couché qui semble contempler son territoire. Continuons notre route pour atteindre Bonifacio. Il est 11 h du matin et nous décidons de faire la sortie en mer afin de découvrir les fameuses falaises avec un éclairage satisfaisant. Sur votre gauche, là-haut, la colonne de granit.
Regardez le beau sourire de la baleine. C'est la baleine bleue. Ça s'appelle la manonnette, ce qui veut dire en Corse petite manonne. Alors observez la beauté des côtes de granit. Alors sur votre droite, vous avez la baignoire de Vénus, où fut tourné quelques scènes du film L'œil au monocle, avec Paul Maurice. Où il est entièrement interdit de pêcher, de plonger et de se baigner nu. Ça éclairait les poissons. Alors retenez votre souffle, nous allons pénétrer à l'intérieur d'une grotte où il est quand même assez difficile d'y accéder. Alors je rappelle aux personnes qui sont derrière qu'elles verront dans un instant, elles n'ont pas besoin de se déplacer. L'ouverture au plafond dans cette grotte représente la carte de la Corse. Alors la manœuvre est quand même assez périlleuse. N'applaudissez pas tous en même temps, hein, ça peut faire du bruit, on ne sait jamais. Par le vent qui peuvent pousser. Car je vous rappelle que le vent ici peut atteindre des vitesses de 200 km/h. À droite, il y a une plage, c'est la plage des contrebandiers. C'est là où les contrebandiers venaient contrebander leur contrebande. Alors observez également la clarté et la limpidité de l'eau. On appelle cet endroit la Petite Caraïbe. Nous sommes au bout de l'île, symbolisée par ce rocher appelé le gouvernail de la Corse. Une source d'eau douce est dans cette grotte et les habitants allaient chercher l'eau potable. Pour y parvenir, ils descendaient cet escalier taillé dans la falaise. Que dire de ces maisons bâties au bord de la falaise, pratiquement dans le vide?
Retranchée derrière les hautes murailles, la ville haute comprend le quartier de la Citadelle et la vieille ville édifiée par les Génois. La montée Saint-Roch mène jusqu'à la porte de Gênes, qui fut longtemps la seule entrée de la ville. Elle conserve encore son pont-levis de 1588. Bonifacio est un ensemble de maisons hautes et étroites, bâties sur des surplombs vertigineux de la falaise. Napoléon, en 1793, séjourna dans cette maison lorsqu'il était lieutenant-colonel. L'église Sainte-Marie Majeure a été construite au XIIIe siècle sur une citerne de 650 m3 contenant l'eau indispensable pour soutenir les sièges. Les arcs-boutants reliant l'église aux maisons voisines sont les gouttières d'alimentation de cette citerne. À 6 km de Bonifacio, les eaux bleues du golfe de Santa Monza forment un cadre paradisiaque. Plus au nord, vers Porto Vecchio, de magnifiques plages au sable fin. Celle de Rondinara a une forme circulaire. Celle de Santa Giulia est blottie au fond du golfe du même nom. Le nom de Palo Baggia évoque l'une des plus prestigieuses plages du sud de l'île. Ce long ruban de sable bordé de pins en fait la plage la plus courue du sud de Corse. Quittons la côte pour s'enfoncer dans la forêt d'Ospedal, en direction des aiguilles de Bavella, situées à 1218 mètres d'altitude. Une forêt avec des chênes lièges qui, à une certaine époque, ont fait la richesse de la région, sans oublier plusieurs sortes de pins sur ce site protégé.
massif de Bavella est le plus beau jardin d'aiguilles de la Corse. Un monde minéral de structures et de formes complexes. Certaines de ces aiguilles atteignent des hauteurs vertigineuses de 900 mètres. Au bord des routes, même sur celle-ci, il n'est pas rare de voir des animaux en liberté. La prudence est de mise. Bastia. Notre première impression n'est pas très bonne. Une ville avec ses maisons non entretenues. À part le port, le quartier le plus ancien, qui, réaménagé au fil des siècles, conserve néanmoins tout son charme, constituant avec l'église Saint-Jean-Baptiste un décor de caractère. Nous allons découvrir maintenant la partie la plus septentrionale de l'île, à la géographie si caractéristique. Pays de marins, cette péninsule est déjà un monde à part, avec ses légendes, ses traditions, ses paysages et ses hommes. De longues langues de maquis plongeant dans les flots, et sur les versants montagneux des villages hardiment perchés, voici le Cap Corse. La tour génoise de Miomo semble monter la garde sur la route qui en fait le tour. Ici, la roche a une couleur verdâtre. Nous sommes sur le doigt de la Corse, un long doigt tel un index pointé dans le bleu de la mer, indiquant la direction du nord, comme s'il voulait désigner Gênes, son ancienne puissance. Une chaîne de montagnes couverte de maquis qui dévalent dans la Grande Bleue. Un maquis à perte de vue, parsemé de petits villages accrochés au flanc de la montagne.
occupé à la pointe extrême du Cap Corse. Une sorte de bout du monde, avec, en face à quelques encablures en pleine mer, l'îlot de la Giraglia. À 1 kilomètre, on trouve une belle plage tranquille. On pouvait s'en douter, vu l'éloignement. Tellement calme que les vaches ont investi l'endroit parmi les estivants. À l'écart des routes touristiques accrochées à la colline noyée dans le maquis, ce village au passage sous voûte et aux ruelles fleuries d'allées de schiste domine la mer. C'est Canel. Son origine date de l'époque romaine. Les deux versants du cap ne se ressemblent pas. Dans la partie orientale, les vallées débouchent en douceur dans la mer. Tandis qu'à l'ouest, la montagne tombe violemment dans la Méditerranée, décrivant une série d'à-pics vertigineux et de nids d'aigles où s'accrochent courageusement des grappes de maisons. Nonza est construit sur un éperon rocheux. Ce village domine la mer. La tour de Nonza, édifiée à 167 mètres d'altitude, domine le village. Cette tour a été construite en 1760 sur l'emplacement du château des Avogari de Gentille, détruit par les Génois en 1487. Le Cap Corse est aussi un pays de vignerons. Le vignoble de Patrimonio n'a plus l'importance qu'il détenait au XVIIIe siècle, mais il produit toujours des vins très divers.
Nous sommes au-dessus de Patrimonio, à la Sierra di Pigno, à 960 mètres d'altitude, afin de découvrir un panorama découvrant les côtes est et ouest de la péninsule. Même à cette altitude, les vaches sont présentes. Une merveilleuse baie encadrée par les montagnes du Cap Corse et du Nebbio, c'est le golfe de Saint-Florent. Isolée sur un promontoire, l'église Saint-Michel de Murato, ce bel édifice roman du XIIe siècle, est célèbre pour la bichromie de ses murs, traitée avec beaucoup de fantaisie, et par le clocher-porche qui flanque la façade occidentale. Ces matériaux faciles à travailler ont donné libre cours à de nombreux décors sculptés, tels que celle-ci représentant Ève succombant au serpent, la main droite cachant son sexe. Tout de même, on a sa pudeur. Nous quittons le Nebbio direction Corte en nous arrêtant à Ponteleccia, au lieu historique de la défaite de Pascal Paoli, qui avait en 1755 pris la tête de l'insurrection corse et donna à l'île son emblème à tête de mort. Cette défaite marqua le début de la Corse française le 8 mai 1769. Un autre petit détour vers Castiglione, petit village blotti au pied d'impressionnantes aiguilles. Reprenons la route vers Corte. Perchée sur un piton rocheux au-dessus de Corte, la citadelle domine toute la région. Drôle de destin que celui de cette citadelle construite à la fin du XVe siècle, remaniée à diverses époques, occupée en 1962 par la Légion étrangère jusqu'en 1983, et transformée aujourd'hui en espace artistique et culturel. L'église de l'Annonciation est, avec la citadelle, l'un des plus vieux bâtiments de la ville. Édifiée en 1450, elle fut agrandie et remaniée au XVIIe siècle. La maison Gaffori porte encore les traces d'un mitraillage de la garnison génoise en septembre 1745. Sur la place, le bronze de Gaffori, érigé en 1910, est posé sur un socle orné de bas-reliefs, illustrant le courage du général et de son épouse Faustina.
deux cœurs de Pascal Paoli, qui établit pendant 14 ans le siège du gouvernement de la Corse, et lui donna une université. Repartons de Corté en direction de Cargèse, sur la côte ouest de l'île. Mais auparavant, un regard sur un très beau pont génois à 3 arches, dit pont du Diable. Arrêt à Boccagnano pour sa fontaine en galets. Et direction la cascade du voile de la mariée. Un beau point de vue au col de Scaleda, c'est marqué dessus, enfin ce qu'il en reste. Direction les gorges de Prunelli. Formé par son torrent qui a creusé de magnifiques gorges, le Prunelli est une région à deux visages, celui de la haute vallée montagneuse à l'est et celui des douces collines de la basse vallée qui se prolonge jusqu'à Ajaccio. Un barrage édifié en 1956 produit 87 millions de kWh. Le pont génois de Zipitoli est un des plus vieux de Corse. Nous arrivons sur la côte ouest en vue du golfe de Sagone. Cargèse est l'un des villages les plus récents de l'île. Il est dû en partie aux Grecs qui, en 1676, fuyant le Péloponnèse, furent accueillis par la République de Gênes et installés entre Sagone et Porto. Les deux églises, l'une latine et l'autre grecque, se font face. Elles sont témoins de l'histoire de la fondation.
Et nous voici arrivés au golfe de Porto. En face, la réserve de Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La route creusée à même le roc donne, dans ses aspects vertigineux, la mesure des lieux. Burinés, déchiquetés par l'érosion, les calanques de Piana projettent leurs aiguilles et rochers de granit rouge à 300 mètres au-dessus de la mer. Ainsi, sculptée par l'eau et le vent, la roche a acquis au fil des millénaires les formes les plus étranges. Certains y voient même d'insolites silhouettes d'animaux. Un rocher en forme de chien nous indique un sentier qui conduit à un promontoire rocheux qui surplombe le golfe de Porto. Un sentier à l'Indiana Jones. Regardez bien la prochaine vue. Ce rocher, on ne croirait pas un lion? Avant de découvrir les calanques en bateau, nous prenons la route direction Evisa et le col de Vergio. La prudence est de mise, des troupeaux d'animaux sont en totale liberté. Nous traversons des forêts entières de châtaigniers. C'est vraiment la région de la châtaigne. Et les cochons ne s'y trompent pas. Il y a de quoi manger. Bâti en amphithéâtre au pied des murailles roses et rouges du cap d'Ota, voici Ota avec en contrebas le vieux pont de Pianella. Dans ce village d'altitude, l'air est plus frais que sur la côte. Nichée entre la forêt d'Eton et les gorges de la Spelunca, Evisa se présente comme la gardienne des secrets de la Corse profonde.
sans conteste l'une des plus belles forêts de l'île, la forêt d'Eton. Elle est réputée pour ses gigantesques pins laricio. Et puis nous arrivons au col de Vergeo, situé à 1477 mètres d'altitude. C'est le col le plus élevé de la Corse. Retournons à Porto afin de découvrir la réserve de Scandola en bateau. Créée en 1976, la réserve de Scandola, site classé au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1983, est le fleuron du parc naturel régional de Corse. Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et inscrite sur la liste des merveilles du monde. Ici, nous découvrons un petit îlot avec des sculptures de lave qu'on appelle le combat des dragons. Entre le jour et la nuit, on fait exploser. Alors l'appellation du folklore est en fait...
Corse possède un grand nombre d'affleurements de roches volcaniques, principalement localisés au nord-ouest dans la presqu'île de Scandola. Bon, maintenant la faille de la Punta Palade, donc le palais. Il y a comme un palais d'or volcanique. Des chèvres s'aventurent tout au bord sur les rochers. Côté animaux, la réserve n'est pas en reste avec le sauvetage des derniers spécimens de balbuzards pêcheurs. Une trentaine de couples aujourd'hui contre 3 en 1973. Girolata est un ravissant hameau avec sa tour génoise et sa rade. Aucune route n'y mène et le facteur délivrait le courrier à pied, 5 heures de marche, aller-retour. Faut le faire, non? Retour à Porto, plusieurs passagers vont descendre. Nous restons. Car nous avons pris la visite entière Scandola et les calanques de Piana, jusqu'au Capo Rosso. Dans la roche se dessine la carte de la Sardaigne, l'île voisine.
La découverte de l'île de Beauté est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres destinations.